Bonjour, bienvenue sur le plafond de verre, le Bonjour. podcast qui parle de l'orientation scolaire et de la vie professionnelle des personnes racisées. Aujourd'hui, nous recevons Irène Gomis, qui est consultante en développement d'affaires. Bonjour Irène. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te recevoir sur ce podcast parce que j'ai rencontré Irène il y a quelques années dans ma vie professionnelle. Je vais revenir un peu sur le contexte de notre rencontre. Et depuis toutes ces années qu'on se connaît, on a beaucoup échangé sur le plafond de verre. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui de te recevoir sur le podcast parce que tu as plein de choses à dire sur le sujet. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de te retrouver ici aussi. Alors, je travaillais dans une compagnie d'assurance à l'époque, il y a de ça, une dizaine d'années, on va dire. Et Irène travaillait à l'accueil de cette compagnie d'assurance où j'étais gestionnaire. Et Irène était chargée d'accueil, donc elle travaillait à l'accueil et en même temps, elle faisait ses études. Exactement. Voilà, chose que les gens ne savaient pas, en tout cas en interne. Pour eux, elle était simplement la chargée d'accueil. Irène, pour ceux qui se rappelaient de son prénom ou pas. Et donc, on a sympathisé à cette occasion parce qu'on avait l'habitude d'échanger quand j'arrivais le matin, quand je partais le soir. Et donc, voilà, Irène m'a expliqué qu'elle faisait ses études à côté. Et à côté de ça, elle avait un autre talent qu'on évoquera dans le podcast. Et du coup, j'ai retrouvé Irène à l'issue de ses études, qui a donc développé son parcours. Et c'est ce dont elle va nous parler aujourd'hui. Alors Irène, tu nous racontes ? Oui, effectivement, lorsque tu m'as rencontrée, je terminais mes études en communication. Et donc, après l'obtention de mon master en communication, j'ai commencé à aller à la poursuite de ma carrière en tant que chargée de communication. Enfin, je cherchais vraiment un poste qui me convenait, donc dans le milieu de la communication et dans le milieu du marketing. Étant donné que tout le monde connaît en France le problème qui est lié au fait d'être, entre parenthèses, surdiplômé, même si c'est une aberration de parler du fait d'être surdiplômé. Mais c'est vrai que lorsqu'on a un master, qu'on sort de l'université ou d'école professionnelle, qu'on est titulaire d'un master et qu'on n'a pas nécessairement l'expérience qui fait qu'on peut trouver le poste auquel on aspire, il est très, très difficile de s'insérer dans la vie professionnelle. Donc moi, effectivement, après plusieurs envois de CV, etc., j'étais fatiguée. Et en fait, j'ai fait le choix, donc j'étais diplômée avec un master, et j'ai fait le choix de cacher le fait que j'étais diplômée, que j'avais un master pour pouvoir rentrer dans le monde de l'entreprise. Ce qui est une aberration. Et voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, le fait d'avoir été à l'accueil de grandes entreprises m'a fait un petit peu, parce que j'ai fait Hiscox, mais j'ai fait d'autres entreprises, j'ai fait plein de petits jobs et j'ai fait d'autres entreprises après qui, parce que je suis quelqu'un de très social et j'adore parler avec les gens, en fait. J'ai vraiment utilisé cette opportunité pour pouvoir comprendre comment le monde de l'entreprise fonctionnait. Et j'ai compris que celle qui était à l'accueil était souvent devenue assistante et que lorsque tu devenais assistante et que tu tombais sur les bonnes équipes, c'était vraiment un très bon tremplin pour pouvoir progresser. D'autant plus que quand on est assistante, on peut aussi être assistante de personnes qui ont des postes à haute responsabilité. Et que si tu arrives à faire tes preuves, voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai vraiment, après avoir compris que, en fait, mon master ne servait pas à grand-chose à ce stade-là, j'ai vraiment pris le parti pris de cacher le fait. J'ai dit que j'étais un bac+2, j'avais juste un DUG. J'ai vraiment caché le fait que j'avais un master pour pouvoir rentrer dans le monde de l'entreprise. Et donc, finalement, c'est une stratégie qui a été très, très payante parce que figurez-vous qu'en fait, j'ai commencé avec un poste d'assistante administrative dans une société
chez un éditeur de logiciels, en fait. Parce qu'il faut savoir que les éditeurs de logiciels et le monde informatique, c'est un monde très, très business, finalement beaucoup plus business que technique, étant donné que tous les grands éditeurs de logiciels ont pour clients, en fait, toutes les grandes entreprises de ce monde, parce que ce sont eux qui font les logiciels de tous les produits. Par ces sociétés, en fait. Voilà, exactement. Et donc, j'ai commencé par être assistante administrative. J'ai eu après l'opportunité de rentrer dans le groupe LVMH en tant qu'assistante marketing, mais bizarrement ce n'est pas mon diplôme d'assistante, c'est pas mon master en communication, en marketing qui m'a permis d'accéder à ce genre de poste, ce qui aurait dû être le cas, parce que si je suis junior et que j'ai un master en communication, ben oui, je peux être assistante marketing, quoi. Mais en fait, c'est vraiment mon expérience en tant qu'assistante administrative, donc chez ce petit éditeur ce n'est pas vrai, mais chez cet éditeur de logiciels qui m'a permis d'être assistante marketing, chez Dom Pérignon, donc dans le groupe LVMH, qui a été une superbe expérience, qui m'a rapprochée de mon objectif, parce que finalement, quand j'étais assistante administrative, j'étais très très loin de mes ambitions, parce que je voulais vraiment être dans le milieu du marketing, de la communication. Puis quand je suis arrivée chez Dom Pérignon... tu visais un poste de cadre, quoi, en fait. Un poste dans le marketing. Honnêtement, Aurore, on parle du plafond de verre. Il y a 2 plafonds de verre. Donc, il y a le plafond de verre qui, en tant que minorité, peu importe que vous soyez de couleur noire, arabe, etc., qui nous est quelque part imposé, parce que quand tu es une minorité, forcément, tu fais face à des discriminations. Mais il y a aussi le plafond de verre qu'on s'impose nous-mêmes. Moi, personnellement, en travaillant, en commençant en tant qu'assistante dans cette société, chez cet éditeur de logiciels, lorsque je voyais des cadres qui gagnaient 3 000 euros par mois, 4 000, 5 000 euros par mois, j'étais là, je me disais, peut-être que j'arriverais, ils avaient 50 ans, 45 ans, je pensais même pas à ça. Donc, pour moi, c'était un peu inaccessible. Donc, c'est comme un plafond de verre que je m'auto-imposais. C'était une croyance limitante, en fait. Oui, voilà, que je m'imposais à moi-même. Donc, moi, personnellement, avoir un poste qui était déjà dans le domaine que j'avais étudié, pour moi, c'était déjà quelque chose de très bien. Et puis, une fois que j'arrive là, on pourra parler de la suite. C'était vraiment comme ça que je voyais ça. Puis finalement, après, j'ai quitté le groupe LVMH. Je sais pas si je dois dire le nom des sociétés. Bref, passons. LVMH, c'était, on va dire que ça peut avoir du sens, mais pour les autres, effectivement, ok, c'est ça, oui, exactement. Donc c'est ça, j'ai quitté Et puis d'ailleurs, c'était une très bonne expérience, parce que finalement c'est dans le milieu du luxe, etc. Donc c'est pour ça que ça a de l'intérêt quand même de le dire pour les personnes qui visent ce type de société, qu'elles puissent se dire en tout cas que il peut y avoir des stratégies pour les intégrer, peut-être pas forcément avec son background comme tu le disais au départ. On peut avoir fait une formation, mais peut-être que des fois il faut juste intégrer la société par le bas et ensuite, en interne, regarder les possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous. Ça peut être une stratégie. On ne dit pas que c'est la stratégie, mais ça peut être une stratégie en tout cas. Oui, exactement. Et après, il y en a d'autres qui ont réussi à l'intégrer de façon tout à fait normale. Mais en tous les cas, voilà. Puis après, j'ai réintégré le monde des nouvelles technologies en tant qu'assistante. Puis j'avais un poste en fait permanent qui était quand même, franchement, en tant qu'assistante, vraiment bien payé. Je vais pas me plaindre. Peut-être qu'au départ c'était un peu compliqué, mais franchement j'ai eu un CDI, etc. Bien payé, quand même correctement, très décemment payé. J'étais quand même super jeune. Et puis je voyais quand même que même s'il y avait un décalage entre les personnes de mon âge qui avaient une couleur de peau un peu plus claire, etc., et que, en tous les cas, comparé aux personnes africaines ou de minorités qui avaient mon âge, qui avaient le même parcours que moi, même comparé aux personnes avec qui j'avais fait des études, je m'en sortais carrément bien en tant qu'assistante, donc je me plains pas. C'est quand même une aberration de parler comme ça aussi, parce que c'était... J'osais pas le dire, mais bon. Mais je m'en sortais. Mais on est là pour parler du plafond de verre, honnêtement... Et puis je vous parle vraiment avec la perspective d'une personne qui était dans le début de la vingtaine. C'est ça. Aujourd'hui, elle est complètement différente, ma perspective, et moi-même, quand j'analyse la façon que j'avais pensé auparavant, je réalise en fait pas mal de choses. Mais c'est juste qu'il faut se dire, en fait, excuse-moi, je t'ai un peu coupé, il faut se dire qu'il y a des
des jeunes voilà, qui aujourd'hui pensent comme ça aussi. Exactement. Et qui vont se dire, bon, si je compare par rapport à la moyenne, si je compare par rapport à mon entourage, si je compare par rapport aux autres minorités et si je me situe par rapport à ce qui se fait de manière générale, oui, je me situe pas trop mal. Exactement. Voilà. Donc, c'est des raisonnements qu'on peut avoir, mais après, effectivement, l'inconvénient des croyances limitantes, c'est ça, en fait. C'est qu'il ne faut pas se comparer. Il faut juste se dire ce qui est possible ou pas et repousser c'est possible, quoi. Exactement. Et puis, donc, en fait, et là, je vais passer à l'étape où donc, ma carrière s'est vraiment... Envolée, c'est ça, exactement. Lorsque j'ai réintégré donc, le monde des nouvelles technologies en tant qu'assistante, j'étais très très proche des personnes qui étaient dans le service marketing et des personnes qui étaient dans le service commercial. Stratégie. Oui, c'est ça, stratégie. Mais en fait, c'était vraiment, je pense, personnellement... Non, c'était pas un calcul, mais c'était par affinité. Mais quoi qu'il en soit, c'est une stratégie aussi. Puis en même temps, j'étais rentrée en tant qu'assistante pour pouvoir accéder. Donc oui, c'était une stratégie. Enfin, ça correspondait à ma stratégie de départ, même si après, au final, ça s'est passé comme prévu, mais c'était même plus calculé, quoi. Puis finalement, ces personnes qui aujourd'hui, franchement, sont encore mes mentors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus de je ne sais pas combien d'années plus tard, ce sont toujours mes références, les références que j'utilise lorsque je travaille sur de nouveaux projets ou lorsque je suis en recherche de nouveaux postes. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je suis tout le temps à la recherche de quelque chose de meilleur, même si, voilà, et ces personnes, je les utilise toujours comme référence. Et en fait, ces personnes ont remarqué mon background. Les personnes, quand j'ai intégré la société, j'ai dit à personne que j'avais un master. Parce que sinon, c'était... Je savais que si je me présentais et que je disais que j'avais un master pour un poste d'assistante, j'allais pas avoir le poste. Voilà. Donc ces personnes ne le savaient pas. C'était important de le dire comme ça parce que on n'a pas à rougir d'avoir un master. Non. Et effectivement, quand on a un master, on peut prétendre au poste qui correspond au master. Simplement, toi, dans ta stratégie, tu avais constaté qu'il y avait une difficulté à accéder au poste que tu visais avec ton statut de master parce que tu étais inexpérimenté. Et donc, du coup, tu as utilisé une stratégie en passant plutôt sur un poste qui t'était plus accessible pour te rapprocher de ton objectif. Exactement. Et j'ai eu la chance de tomber sur de bonnes personnes parce que ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, dans le monde de l'entreprise, on parle de plafond de verre, parfois de discrimination, de choses comme ça. Et puis, le plafond de verre va dans les deux sens. Mais il faut savoir qu'il y aura toujours... Peu importe l'équipe dans laquelle tu te trouves, lorsque tu as la chance de tomber sur une bonne entreprise, sur une grande entreprise, je dirais plus internationale, parce que ça, c'est une chose aussi que j'encourage beaucoup, parce qu'effectivement, même si vous êtes en France et qu'on a ici, on fait face à énormément de préjugés qui font que c'est difficile de passer la porte parfois. Lorsque vous travaillez dans une entreprise ou que vous cherchez consciemment à travailler dans une entreprise plus internationale que franco-française, vous aurez beaucoup plus de chances d'évoluer parce que très souvent, vos managers, ce sont les pairs de managers qui font exactement la même chose qu'eux, qui sont aux États-Unis, qui sont en Angleterre, etc. Il y a plus d'ouverture, il y a plus de diversité. Plus d'ouverture, c'est ça. Et donc, moi, j'ai eu la chance de rentrer dans cette entreprise et de vraiment aider des personnes qui avaient des postes à haute responsabilité du côté commercial et du côté marketing. Et c'est ces personnes qui ont remarqué mon potentiel parce qu'ils remarquaient que finalement, je m'occupais même plus de faire les tâches que toutes les assistantes faisaient parce qu'ils me donnaient n'importe quoi. Et en fait, je le faisais. Pourquoi tu fais ? Oui, en fait, elle a un master en communication, etc. Puis, ils ont remarqué que j'avais un potentiel. Et après, j'ai aussi eu la chance de tomber sur une acquisition, c'est-à-dire que j'allais dire la compagnie comme au Canada, mais en tout cas, la société dans laquelle je travaillais il y a eu une acquisition par une très grosse société, ce qui m'a ouverte énormément de portes, en fait, parce que du coup, il y avait plus... Parce que du coup, il y a eu une fusion, donc il y avait plus de possibilités, etc. Il y a des postes qui se sont ouverts. Exactement. Il y a eu une réorganisation. Il y a eu plus de moyens financiers. Voilà. Et donc, c'est là qu'en fait, je suis passée d'assistante à coordonnatrice marketing internationale, puis de coordonnatrice marketing internationale où je supervisais je coordonnais pas mal de projets marketing, que ce soit au niveau du marketing en ligne ou du marketing de terrain. Je pense que tu as vu comment je voyageais et tout. Oui, complètement. Voilà, donc vraiment dans toute l'Europe. Et puis, on travaille avec des équipes aux États-Unis aussi. Donc, c'est vraiment que là, on va dire 2 ans et demi, 3 ans,
après l'obtention de mon diplôme. Je veux dire 3 ans après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé à toucher du doigt mon petit rêve d'avoir un poste à responsabilité dans le milieu du marketing ou un poste intéressant dans le milieu du marketing. Donc, c'était un poste qui te faisait voyager régulièrement entre l'Europe et les États-Unis pour effectuer tes missions, en fait. Exactement, les missions qui étaient liées à ton poste. Et tu le faisais en toute autonomie, de ce que j'ai pu voir et des échanges qu'on a eus. Voilà, tu n'étais pas assistée, c'est toi qui étais responsable de ces missions et qui représentait ta société là où tu te rendais. Exactement. Parce que j'ai aussi eu la chance d'avoir des managers qui étaient extrêmement seniors et qui avaient juste parcouru le monde entier toute leur vie et qui étaient super blasés, en fait. De voyager. Du coup, ils t'envoyaient sur les missions. Jeune, ils me disaient « Allez, vas-y !» Et moi, j'étais très contente et ils me faisaient vraiment confiance. Et je pense que j'avais un potentiel j'ai vraiment travaillé dur. C'est-à-dire que c'est pas juste ma rencontre avec ces personnes qui a fait que j'ai réussi à évoluer, c'est ma soif d'apprendre, ma soif de bien faire. Je faisais toujours plus que ce qu'on me demandait, pas parce que je sentais que j'avais quelque chose à prouver, mais parce que je sentais que si je voulais atteindre un certain objectif, et pour moi, mes managers, c'était des exemples. Je voulais être comme eux quand je serais grande, entre parenthèses. C'est ce qu'on dit, je dis ça en riant. Mais c'est ça. Je savais qu'il fallait que j'en apprenne pas mal pour faire ça. Et donc, ce qui fait qu'ils m'ont vraiment donné une entière confiance et ça m'a permis d'apprendre mais tellement rapidement. Moi-même, j'étais étonnée, honnêtement, c'est ça. Puis aussi, le fait d'avoir été assistante, honnêtement, tout le monde, les gens... j'ai eu plus de 3 ans en tant qu'assistante, vraiment. Et les gens ont tendance à un petit peu mépriser. C'est un poste qui est mal perçu, on va dire, sur lequel il y a des préjugés. Mais c'est un poste qui est tellement central, sur lequel on apprend tellement de choses. Et surtout, les assistantes, elles sont au cœur de l'information. Ah, ça c'est vrai, c'est exactement Quand on va être au courant de ce qui se passe dans une société, il faut parler avec les assistantes. C'est ça, ou les office managers aussi. Voilà, après, les assistantes de direction, pire encore, parce qu'elles ont accès à une mine d'informations. C'est ça, donc, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis moi, j'ai fait assistante administrative, après assistante, voilà. Et puis j'ai aussi été assistante exécutive de l'un des vice-présidents de la société. Et donc là, c'est pareil. Tu as appris, tu as vu des choses passer. Et tu dois prendre des décisions parfois à la place de ton vice-président parce qu'il n'est pas disponible à tel moment. Et donc, en fait, tu apprends, tu observes comment gérer une équipe. Alors que tu n'as pas du tout... Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Tu es dans toutes les réunions, etc. Et ça a été ma plus grosse force. Pourquoi, lorsque je suis devenue coordonnatrice marketing, puis ensuite je suis devenue spécialiste marketing, pourquoi j'avais toujours une longueur d'avance sur tout le monde? Parce que je connaissais les tenants, les aboutissants, Enfin, voilà. Parce qu'en fait, tu t'es pas contentée d'exécuter tes missions. En fait, tu en as profité pour apprendre comment ça fonctionnait et pour voir comment ils se basaient dans leur prise de décision. Ouais. Ce qui t'a permis ensuite, quand tu t'es retrouvée toute seule en autonomie, de pouvoir avoir cette réactivité dans la prise de décision parce que tu avais déjà observé le process se faire en amont. Et je connaissais aussi du coup très bien l'organisation de l'entreprise parce que j'ai même été office manager pendant quelques mois et j'ai travaillé avec tous les services de la société, services juridiques, services comptables, services commerciaux, ressources humaines, je les connaissais tous. Donc dès que j'avais besoin de quelque chose, tu savais exactement qui contacter et tu n'avais pas besoin de chercher l'information. C'est ça, exactement. Et les process, je les connaissais, les process administratifs, comment accélérer quelque chose et tout. Donc ça m'a donné une grosse force. Donc à toutes les assistantes qui ne sont qu'assistantes et qui se disent je ne suis qu'assistante, croyez-moi, vous avez vraiment un gros potentiel. Exactement, c'est ça. Et puis voilà, après, j'ai changé plusieurs fois de société lorsque j'étais ici. Et puis honnêtement, je suis arrivée, on va dire que donc ça m'a pris 3-4 ans quand même pour toucher du doigt, 3 ans pour toucher du doigt mon rêve d'avoir un poste dans le domaine que j'ai étudié. Puis au bout de 4 ans, je sais pas, j'étais bien payée, j'avais un CDI, j'ai même pris la liberté de quitter une société pour aller dans une autre société et puis pour un meilleur salaire, etc. Donc j'étais vraiment bien payée pour l'âge que j'avais, CDI, donc voilà. Mais en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Il y avait quelque chose qui bloquait
En fait, si tu veux, j'ai quand même eu une ascension assez fulgurante quand même, parce que franchement, commencer à l'accueil de deux sociétés, et puis finalement, après, tu te retrouves à gérer des événements de partout, à voyager de partout. Bon, tu avais quand même fait des études à la base pour aussi. C'est vrai. Même si tu as utilisé des moyens détournés pour te retrouver au poste, mais tu avais à la base également investi en faisant des études. Je ne pense pas que... on peut se former en autodidacte, bien entendu, mais le fait que tu aies également fait une formation en parallèle, ça t'a permis aussi d'appréhender ce qui se passait devant toi. Oui. De lier la théorie à la pratique, en quelque sorte. Tout à fait. Tout à fait. Mais honnêtement, c'est exactement vrai. Mais après, je suis une femme noire d'origine africaine qui est née en France, etc. Et je sais que même des personnes qui ne sont pas victimes de discrimination n'ont pas réussi et qui ont peut-être réussi à trouver un poste dès l'obtention de leur diplôme. Je sais qu'ils n'ont pas réussi à atteindre le stade que j'ai atteint, en fait, en termes de salaire, en termes d'expérience, au même âge que moi. Donc vraiment, franchement, sans vouloir me jeter de fleurs, entre parenthèses, je sais que quand même, pour arriver au salaire auquel je suis arriver aux conditions que j'avais, enfin, je veux dire, je voyageais, j'allais dans des hôtels 4 étoiles, tu regardes même pas tes notes de frais, enfin, tu vois ce que je veux dire? Complètement. J'étais franchement bien, mais pour arriver à ce stade et se dire non, j'en veux plus, alors que... Et pourquoi je me suis dit j'en veux plus? C'est parce que en fait, j'ai réalisé que pour accéder au poste auquel je voulais accéder, j'ai comme remarqué qu'il y avait comme une limite d'âge. Genre, t'es trop jeune, tu pourras pas y accéder. Ou t'es trop si, tu pourras pas y accéder, etc. Fallait que tu sois senior à peu près. Fallait que je sois senior et moi tu passes les 50 ans, quoi. Et moi, je voulais pas. Je me suis dit, je vais pas, c'est pas possible. Et c'est là qu'en fait, après, au-delà de ça, je me suis parce que je me suis quand même énormément battue pendant plus de 5, 6, 7 ans. Et j'ai réalisé que quand même, attendre 5 ans pour pouvoir avoir le poste que je veux avoir, c'est pas juste, quoi. Le poste que tu visais, c'était quoi exactement? C'était d'avoir un poste à responsabilité dans le secteur du marketing. Vraiment. C'est quoi l'intitulé de ce poste? T'en as plusieurs. Tu as marketing. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, tu es en train de me rappeler. En fait, je voulais vraiment être marketing manager ou responsable marketing. Voilà, moi, j'étais spécialiste marketing, même si mon salaire pouvait excéder, par exemple, le salaire d'un marketing manager ou whatever. Je voulais un poste de responsable marketing. Et c'est vrai que tu es en train de me rappeler qu'effectivement, c'était ce que je visais et que quand je regardais autour de moi ce qui se passait par rapport à mon profil, etc., je sentais que c'était quand même trop demandé. Donc, c'est là que tu as rencontré ton plafond de verre. Exactement. Et puis après, ça allait au-delà. Ça allait vraiment au-delà du monde de l'entreprise parce que là, en fait, je suis partie de moi. Je me suis dit quand même, je me suis battue pour arriver à tout ça. Pourquoi ça va être... J'avais pas l'énergie, là, que j'allais mettre. J'avais pas l'énergie que j'ai déjà investie dans le fait d'arriver à ce stade. J'allais pas reconsacrer la même énergie là pour devenir responsable marketing. C'était juste impossible pour moi parce que j'étais à bout de force, quoi, honnêtement. Et là, je me suis dit, et j'observais les autres pays parce que j'ai voyagé et je me suis énormément inspirée. En fait, l'inspiration que j'avais et le fait de me dire à chaque fois que c'est possible, c'est vraiment parce que j'observais ce qui se passait ailleurs que je réussissais à avoir cette inspiration et de me dire c'est possible. Mais je pense que si je me basais sur la mentalité locale de France, sur certaines étiquettes que l'on colle à des personnes qui ont un petit peu mon parcours, etc., je pense pas que j'aurais eu cette façon. T'aurais pas osé, en fait. T'aurais pas eu l'audace d'entreprendre certaines choses. Après, effectivement, il faut dire aussi que le secteur dans lequel tu travailles, c'est un secteur qui est un peu plus underground, qui est un peu plus ouvert, en tout cas. Oui. L'édition de logiciels. C'est vrai. Voilà, c'est pas non plus un secteur, on va dire, trop strict, oui. dans lequel il y a des codes très normés. Il y a des codes probablement, mais pas des codes stricts d'entreprise classique, on va dire, ou même du secteur bancaire, ou des secteurs conventionnels, je dirais. Exactement. Donc du coup, ça a dû t'aider aussi dans la prise d'action, en tout cas, dans ton audace, dans ton projet professionnel. Ouais, c'est clair, c'était vraiment déterminant. Et aussi, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que l'anglais, mais c'est ce qui a fait
que j'ai réussi à avoir ce parcours. Honnêtement, parce que même dans les entreprises, parmi tous les postes en fait que j'avais, j'étais toujours, même si j'étais la plus jeune de l'équipe, j'étais toujours celle qui parlait le mieux anglais. Donc voilà, étant donné qu'on parlait avec... Puis il y a aussi cette sensibilité culturelle, parce que quand tu travailles dans des équipes qui sont internationales, où tu as des collègues de partout, en Italie, aux États-Unis, multilingues en fait. C'est ça. La maîtrise de l'anglais, forcément, quand tu es dans une équipe et que les personnes parlent à l'équipe de France et puis ils ont une facilité pour dialoguer avec toi, ça va aider parce que la réputation, c'est important dans le monde de l'entreprise. Donc, ça augmente ton capital confiance auprès des autres personnes. Donc, voilà, donc l'anglais, vraiment, c'est extrêmement important. Et comment tu as fait, justement, pour avoir ce niveau d'anglais qui t'a permis de t'intégrer assez facilement dans les différents postes que tu as rencontrés? C'est ma passion pour la musique. Donc, tu as appris l'anglais toute seule en autodidacte, en fait? J'ai eu un DUG quand même. J'ai quand même fait un DUG d'anglais. Parce qu'honnêtement, je savais pas trop quoi faire. Je savais pas trop quoi faire, quoi, entre parenthèses, au départ. Puis je voulais devenir prof d'anglais, puis je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise idée. Mais j'ai eu un DUG d'anglais, mais quand même, bien avant l'obtention de mon DUG d'anglais, je parlais déjà très très bien anglais. Aussi par rapport à tous les jobs étudiants que j'avais fait dans l'hôtellerie, des choses comme ça. Et par mimétisme aussi, parce que depuis que je suis très très jeune, en fait, j'ai toujours adoré l'accent anglais, etc. Donc tes tips, en tout cas, c'est avoir de la stratégie dans son projet professionnel, ne pas hésiter à le repenser, quitte à accepter un poste qui ne correspond pas à sa cible de base, à sa target de base, mais en tout cas qui te rapprochera de ton objectif. On va dire que tous les chemins mènent à Rome, pour prendre l'expression classique. Et ton deuxième tips, en tout cas, c'est qu'il faut viser des entreprises à envergure internationale qui, en tout cas, ont une diversité de postes à proposer. Exactement. Avec des équipes qui sont en tout cas plus ouvertes. Et des managers aussi très souvent plus ouverts. Sorry pour les autres entreprises. Et tu parlais de musique tout à l'heure, justement, et ça va nous faire une bonne transition. Okay. Tu as une passion pour la musique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, depuis que je suis adolescente, je suis chanteuse. Et donc, j'ai toujours évolué dans le milieu de la musique. Donc, pendant que j'étais en train de vous parler de mon parcours professionnel, sachez que j'avais aussi toujours mes projets musicaux. En fait, à côté, j'ai commencé dans un groupe New Soul R&B qui s'appelle Diva. Puis, j'ai toujours fait de la musique en parallèle de mes études et en parallèle de mon travail. Et aujourd'hui, donc, tu es une artiste qui fait des prestations. Tu as produit déjà 2 albums de mémoire, il me semble. Un album et puis plusieurs singles. Voilà, et plusieurs singles. Dans quelle catégorie tu classes le type de musique que tu chantes? Honnêtement, aujourd'hui, c'est vraiment afro, pop, R&B. Vraiment, mon style de prédilection, vraiment, c'est tout ce qui est R&B, hip-hop. Je suis vraiment dans ce style de prédilection, mais très très récemment, en fait, effectivement, les personnes ont pu me voir dans un registre un peu afro, parce que avec l'avènement du nouveau style Afrobeats, en termes d'influence, on voit bien que le nouveau Afrobeat, c'est vraiment influencé par beaucoup de genres musicaux. Et on retrouve pas mal aussi des codes un peu R&B au niveau des mélodies, au niveau des... Enfin, pas trop au niveau des beats, mais on retrouve pas mal de codes R&B et voire hip-hop au niveau du visuel. Dans le nouvel Afrobeat, c'est ce qui a fait que moi aussi, ça a réussi à me porter sur ce style et j'ai commencé à progressivement, en fait, partir du R&B et du hip-hop pour m'intéresser à tous les artistes Afrobeat parce que je suis une fan de musique avant d'être artiste. Donc, et puis voilà, je me suis... Et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que tu devais faire un choix entre ta carrière professionnelle et ta carrière musicale? Il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit qu'il fallait que tu privilégies l'une au détriment de l'autre? Et je crois savoir, et on en parlera un peu plus dans le détail dans quelques minutes, que tu t'es rendue à Miami pour participer à un événement d'envergure dans la musique. Déjà, est-ce que tu as ressenti le besoin de faire un choix entre tes 2 carrières? Toujours. Et ensuite, est-ce que tu pourras nous parler un petit peu de cet événement à Miami? Oui, bien sûr. Oui, donc j'ai toujours
eu cette pression où je savais qu'il fallait que je fasse un choix. J'ai jamais réussi à le faire jusqu'à l'année dernière. Et donc, c'est plus une dizaine d'années après, quoi, jusqu'à l'année dernière. Et je ne l'ai pas encore tout à fait fait. Mais étant donné que je suis quelqu'un qui a commencé assez tôt dans la musique de façon assez professionnelle, parce qu'on avait une vraie structure à l'époque, j'ai toujours réussi à concilier les deux. Enfin, je veux dire, je devais passer mon bac, mais je savais que je devais courir en répétition après. Donc, j'ai toujours été habituée à avoir ce rythme soutenu qui fait que je me dis, bon, bah, finalement, je vais avoir ce rythme soutenu et je ne vais pas faire de choix. Donc, après, j'ai fait un réel compromis cette année, parce que c'était juste pas possible de concilier les deux. Mais voilà, en tout cas, je fais les deux. Et puis après, moi, justement, la raison pour laquelle je suis partie à Miami, c'est parce que ce plafond de verre dont on est en train de parler et que j'ai réussi, en fait, en tout cas professionnellement, contourner pour pouvoir, en m'exportant, en allant vivre au Canada, parce que désormais, je réside au Canada, je ne réside plus en France. Ça va faire presque 5 ans que j'ai quitté la France pour le Canada. Et enfin, j'arrive au Canada, j'arrive à accéder au poste que je convoitais sans avoir 50 ans, entre parenthèses. Mais voilà, mais ce plafond de verre, il est aussi valable dans le milieu de la musique, d'une autre façon. Et donc, c'est ce qui m'a, en fait, lorsque j'étudiais, en fait, l'industrie de la musique ailleurs, comparé à celui de la France, l'ailleurs m'intéressait beaucoup plus. Et donc, un jour, j'ai vu que Puff Daddy, donc P. Diddy, Sean Combs avait ouvert sa nouvelle chaîne une nouvelle chaîne qui s'appelle Revolt TV. Revolt TV, là, qui était, entre parenthèses, en tout cas à l'époque, en concurrence directe avec BET, MTV, etc. Il l'a ouverte en 2013. Ouais, c'est ça. Et donc, par rapport à cette ouverture, au lancement de cette nouvelle chaîne, il a lancé pas mal d'initiatives, en fait, afin de la promouvoir et afin d'attirer son audience d'une façon ou d'une autre. Et donc, ils organisent tous les ans, jusqu'à ce jour, une conférence. Ils organisaient, en tout cas à l'époque, une conférence annuelle qui s'appelait Revolt Music Conference. Et donc moi, en fait, pour pouvoir apprendre beaucoup plus au niveau de la musique, comment moi-même je pouvais, en tant qu'artiste, évoluer et en tant qu'aussi professionnel du marketing, évoluer, parce que c'était vraiment une conférence qui alliait musique en tant que tout ce qui touchait à la musique en tant qu'artiste, comment gérer sa carrière, mais qui touchait aussi à toutes les personnes, en fait, qui créent l'industrie de la musique, donc les professionnels qui travaillent dans des sociétés, que ce soit Apple Music, Google ou des choses comme ça. Donc ça regroupait vraiment tout ce qui m'intéressait. Donc, et puis ces deux événements, en tout cas dans l'industrie musicale, qui réunissait en tout cas les grandes maisons Russell Simmons, américaines, avec des intervenants de qualité qui faisaient des talks pendant tout le long, et des grands producteurs. Tu avais cité en tout cas les producteurs de Nicki Minaj, de plusieurs grosses stars américaines. Exactement. Et donc toi, tu t'es levé comme ça et tu t'es dit, tiens, je vais aller à cette conférence, j'y ai ma place. Oui. Carrément. Moi, j'ai vu toutes les personnes que je suivais en interview pendant des années et qui ont fait que j'ai réussi à développer cette passion pour la musique, que ce soit il y avait tout le monde, en fait, toutes les personnes, tous les execs de Bad Boys, même les personnes de New Edition, Michael Bivins, pour les personnes qui ont suivi New Edition, qui est quelqu'un c'est quand même celui qui a découvert les Boyz II Men, tous les A&R, toutes ces personnes qui faisaient le milieu de la musique étaient là-bas, tout le monde. Je peux même pas les citer là, tellement il y en avait, mais il y avait juste tout le monde là-bas. Et je me suis dit, waouh, en fait, il suffit que je prenne un billet d'avion pour pouvoir rencontrer ces personnes que je pensais ne jamais rencontrer de toute ma vie. Et en plus, ils seront tous là-bas. Et du coup, tu as pris ton billet et tu y allais toute seule comme une grande. C'est ça, j'ai pris mon billet, j'ai réservé mon hôtel, j'y suis allée et c'est vraiment, je pense jusqu'aujourd'hui, la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Parce que lorsque je suis arrivée là-bas, il y avait même Andre Harrell qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Andre Harrell, c'est lui qui a découvert Mary J. Blige, c'est lui qui a
C'était le fondateur de Uptown Records et c'est lui qui a tous les artistes de Uptown Records, de Mary J. Blige, Puff Daddy, etc. C'est vraiment lui. C'est l'un des pères fondateurs limite de tout ce qui s'est passé au niveau New Jack Swing, R&B et hip-hop. Et j'ai même eu l'opportunité de lui parler, quoi. Voilà. Et c'était vraiment, en plus, étant donné que c'était une conférence qui mine de rien, à l'époque, c'était la première édition. Donc, il n'y avait pas trop de monde. Y avait pas trop donc, de du monde. coup, ces personnes étaient accessibles pour échanger, Très etc. accessible. Et tout ça. Très accessible et j'ai énormément appris. Il y avait toutes les personnes du Breakfast Club. Je crois que Charlemagne the God, il n'était pas là, mais il y avait Angela Yee, il y avait DJ Envy, etc. Et donc, c'est des personnes qui travaillent dans le milieu de la musique comme nous, on travaille dans d'autres milieux, que ce soit les assurances, les nouvelles technologies, etc. Et qui t'expliqueront en fait comment performer dans ton domaine. Exactement. Donc c'était super intéressant. J'ai super bien appris. J'ai vraiment énormément bien appris. Et puis et quand je suis partie, une chose qui m'a aussi vraiment motivée et qui m'a fait comprendre que ma place, elle n'était plus en France. Sorry guys, mais c'est que lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai vu juste, comme on dit, il n'y avait pas que des personnes de minorité noire, mais la majorité des personnes qui étaient là-bas étaient noires. Et c'était Black Excellence, vraiment at its finest, c'était vraiment Black Excellence. Et quand j'ai vu le nombre de personnes qui avaient réussi et qui étaient de couleur noire, je me suis dit, mais je ne verrai jamais un truc comme ça en France. Malheureusement. C'est pas mon propos. Malheureusement. Mais je comprends. En tout cas, ça t'a donné des référents. Voilà, et ça t'a permis en tout cas de repousser ton champ des possibles. Exactement. Et de repenser ton projet dans sa Exactement. globalité. Exactement. Et c'est d'ailleurs l'une de tes motivations du coup pour émigrer en direction du Canada. Et donc tu nous disais tout à l'heure qu'en arrivant au Canada, tu avais toujours ton projet professionnel dans le marketing, bien que là, on a fait un petit switch sur ta carrière artistique. Ouais. Et tu avais les deux, en tout cas, qui fonctionnaient en parallèle. Ouais. Et quand tu es arrivé au Canada, tu postules à un poste de responsable marketing que tu obtiens. Ça s'est pas tout à fait... passé comme ça. Je suis arrivée au Canada. Honnêtement, j'ai fait une quarantaine. Franchement, en 3 mois, j'ai fait près d'une quarantaine d'entretiens, en sachant que quand tu postules à des postes à responsabilité, forcément, lorsque tu arrives sur place et que tu as un entretien, en fait, c'est 5 entretiens parce qu'il faut que tu rencontres le dirigeant d'entreprise, etc., etc. Donc, en fait, en tout, j'ai eu l'opportunité d'accepter des postes de responsable marketing, etc., que j'ai refusé. Et le premier poste que j'ai accepté, ce n'était pas un poste de responsable marketing, c'était un poste en support aux ventes qui, pour moi, stratégiquement, allait plus me permettre d'arriver à cet objectif. Au poste que tu visais. Exactement. Donc voilà, j'avais l'expérience pour le poste. C'était pas exactement un poste que j'avais fait par le passé, mais j'avais évolué dans c'est pour ça qu'ils m'ont recruté. Et puis en plus, c'était un poste normalement pour lequel ils recherchaient quelqu'un de très senior. J'étais pas senior, ils m'ont donné ma chance. Donc j'ai effectivement accepté ce poste et voilà, ça s'est bien passé. Mais j'avais toujours en tête le fait d'accéder à ce poste de responsable marketing que je pensais pouvoir obtenir en France qu'avec beaucoup d'expérience. Voilà, c'est ça. Et donc, au final, j'ai quitté ce poste parce que j'ai trouvé un poste de stratège marketing qui se rapprochait un peu plus de mon objectif. Et donc, lorsque j'ai quitté ce poste, il a fallu que je trouve un remplacement. Parce que je n'étais pas arrivée à la fin de mon contrat. Néanmoins, je voulais pas être, entre parenthèses, un peu endormie par le salaire que je gagnais et puis oublier mon objectif, parce que c'est ça, il ne faut pas penser salaire, je pense, lorsqu'on veut se développer. Oui, il faut voir sa carrière au global. C'est ça. Et puis le salaire suivra si vous prenez les bonnes décisions, quoi. Donc voilà. Et j'ai une expérience... Et là, tu as rencontré ton plafond de verre. Exactement, même en arrivant au Canada, c'est ça. Après, je ne sais pas si c'est... oui, bon, on peut dire que c'est un plafond de verre.
Mais moi, je parle de discrimination, quoi. Discrimination pure et dure. Il n'y a plus de plafond de verre ou de mots un peu poétiques. Où je me rappelle qu'il y avait une personne qui travaillait à l'accueil de cette grande société qui, justement, était un petit peu dans la même situation dans laquelle j'étais quelques années avant, à savoir elle avait un diplôme, elle n'avait pas eu l'expérience qui lui permettait d'accéder au poste auquel elle voulait accéder. Donc, lorsqu'ils m'ont dit, écoute, on est triste que tu nous quittes et on aimerait que tu nous aides à trouver une remplaçante, j'ai pensé à elle, sachant qu'elle n'avait pas d'expérience, mais je m'étais dit que j'allais tout faire pour l'aider, même après avoir quitté la société, pour qu'elle puisse l'aider à progresser. C'est ça, avoir un succès et surtout assumer son poste. Parce que moi, l'idée, c'est pas non plus d'aider une personne parce qu'il faut l'aider. Il faut que la personne, elle ait les compétences pour et qu'elle soit vraiment opérationnelle afin de remplir toutes les tâches qu'elle doit remplir. Surtout si c'est moi qui l'ai référée, il faut assurer derrière. Oui, tout à fait. C'est ça, il faut assurer derrière. Et donc, finalement, elle n'a pas eu à passer d'entretien. Oui, parce que c'était en interne. C'était en interne et puis c'est surtout qu'il me faisait vraiment confiance, quoi. Parce que je les avais pas déçus sur. Généralement, quand je dis quelque chose et que je suis sûre de moi, c'est que ça marche, c'est que ça va marcher. Donc ils ont dit ok, elle le dit. Puis c'était des execs, ils n'avaient pas trop le temps. Ok, on te croit, etc. Bon, après je soupçonne d'autres, mais bon, bref, passons. Et donc cette personne, en fait, elle a accédé à ce poste que j'ai quitté. Et un jour, je tombe sur un échange d'emails. Donc j'étais moi-même en contact avec la société de recrutement qui s'occupait donc de son remplacement. Et en fait, j'ai découvert que cette personne a été payée $20,000 de plus que moi, alors qu'elle n'avait pas d'expérience. Voilà. Donc là, c'est ce que je me suis dit. 20 cas d'écart, ça fait un peu beaucoup pour quelqu'un d'inexpérimenté avec quelqu'un d'expérimenté juste en face. Sachant qu'au départ, ce poste était vraiment réservé. Moi-même, j'étais trop junior pour occuper ce poste. Donc, elle était encore plus junior que moi pour le cas. Et donc voilà. Et comment tu as géré cette situation ? J'ai convoqué mais je ne l'ai vraiment pas très bien pris. J'ai trouvé ça très injuste. Je me suis rendu compte qu'en réalité, effectivement, welcome to Canada, mais voilà, après, je savais très bien, mais rien n'est parfait nulle part. Mais moi, j'ai carrément confronté ma direction. J'ai convoqué mon responsable. Je lui ai juste dit, écoute, j'aimerais bien te voir un peu plus tard. Puis j'ai assis en face de moi, je lui ai dit, écoute, je suis tombée sur... je lui ai dit, je suis tombée sur les emails, la société de recrutement, etc. J'ai vu qu'elle était payée... 24 plus que moi. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ? Et là, le blanc. Ouais, c'est ça. Et en l'occurrence, lui, c'était pas mon responsable direct. Donc, il était dans la boucle des choses, mais sans l'être vraiment. Il n'avait pas le pouvoir de décision sur ça. Ça. C'était la décision de quelqu'un d'autre. Donc là, au départ, il a essayé de trouver des excuses. Oui, mais parce qu'il s'est rendu compte, il s'est vraiment rendu compte que c'était pas... Donc il a essayé un peu d'arrondir les angles, mais je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, on sait de quoi il s'agit là. Voilà. Donc il s'est senti extrêmement gêné. Il a contacté donc mon responsable direct, qui s'est aussi rendu compte que tu peux pas trouver d'excuses. Justification, tu comprends ? Donc au final, ça s'est transformé en excuse. Voilà. Et toi, tu avais de toute façon déjà pris la décision de partir. Ah, mais donc, moi, il est hors de question. Il n'y avait pas d'action à faire de leur part. Il est hors de question que je reste... Non, c'est pas possible, quoi. Là, vous m'avez tout de suite... Même si je suis reconnaissante de cette opportunité que j'ai eue, parce que je sais qu'il y a des personnes qui immigrent au Canada. C'est vrai que c'est quand même plus facile au Canada de trouver un travail qu'en France, mais je sais que le poste que j'ai trouvé, ça reste un poste quand même... Enfin voilà, j'avais pas d'expérience de travail au Canada, ils n'étaient pas sûrs que j'allais rester ou pas. J'étais beaucoup plus junior que les personnes qu'ils recherchaient, entre parenthèses. Donc je suis quand même très reconnaissante en fait de l'opportunité que j'ai eue. Mais still, tu vois, tu es toujours limité à... Tu es toujours, on va dire, renvoyé parfois à la façon parfois dont la société te perçoit malgré tout. Et aujourd'hui, tu nous as partagé en tout cas tes expériences, à la fois un peu de la discrimination, un peu du plafond de verre. Aujourd'hui, tu es à ton compte. Oui. Tu es consultante en marketing d'affaires. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta nouvelle activité
Oui, alors tout à l'heure, on parlait du fait que, il fallait que je prenne une décision entre de la nécessité en fait de prendre une décision entre ma carrière d'artiste et ma carrière en marketing. Et donc, en fait, dès que je suis arrivée au Canada, étant donné que le fait de faire plusieurs choses en Amérique du Nord, c'est une chose qui est vue, qui est considérée normale, même en entreprise. Tu peux être en entreprise et vraiment préciser le fait que tu as d'autres activités, ça va gêner personne. Donc j'avais déjà créé en fait il y a 2 ans mon activité de consultante marketing afin de servir d'autres clients que l'entreprise avec laquelle je travaillais en tant que salariée. Et donc là en fait au mois de mars, je me suis complètement investie dans cette société. J'ai quitté mon poste de responsable marketing que j'avais à Montréal pour pouvoir me consacrer à ma société de consultation en marketing et en développement d'affaires. Donc c'est une société qui s'appelle Flow MTL et j'aide vraiment les entreprises et les personnes à être beaucoup plus performants en termes de marketing, en termes de vente et en termes de branding aussi en fait. Donc c'est ça. Et j'ai la chance de pouvoir continuer en fait et ça fait partie de la stratégie aussi. Le poste de responsable marketing que j'ai quitté pour pouvoir me consacrer pleinement à ma société de consultation marketing et à ma carrière musicale parce que j'ai besoin de beaucoup voyager. Bon, ça c'était avant le confinement. Et en gros, j'ai la chance de toujours travailler pour l'entreprise en fait que j'ai quittée, mais en tant que consultante. D'accord, c'est génial. C'est super, ouais. Alors, Irène, on a plein de choses à se dire, mais on arrive à la fin de notre épisode. Et j'ai une dernière question pour toi. Okay. Si aujourd'hui, je te disais qui tu aimerais voir à ta place au podcast ? Ok. Alors, la personne que j'aimerais voir à ma place au podcast, c'est une jeune fille ou un jeune homme qui, dès l'obtention de son diplôme, à la sortie de l'école ou dès l'obtention du sésame qui fait qu'il pense pouvoir accomplir son projet, que cette personne pense à pouvoir accomplir son projet, j'aimerais voir cette personne à 22 ans, 23 ans me dire oui, voilà, j'ai obtenu le sésame qui a fait que j'ai pu faire cela avec beaucoup moins de difficultés que certaines personnes ont eu par le passé. D'accord, donc tu aimerais quelqu'un en tout cas qui puisse profiter des expériences qu'on est en train de partager à travers ce podcast et qui vienne nous dire que ça lui a été profitable, quoi. J'adorerais. Et une dernière chose, et j'insiste afin de le dire, c'est que tout à l'heure, lorsque je disais que aux États-Unis, j'ai vu une certaine réussite donc de la communauté noire afro. Ou en tout cas de la communauté afro, et que c'est une chose que je ne verrai jamais en France. En tous les cas, pas au bout d'un certain nombre d'années. C'est pas quelque chose de négatif. Pour moi, c'est vraiment une réalité. Ce sera possible, mais ce sera possible si des personnes comme nous comprennent que parfois, il faut aller chercher ses armes ailleurs pour pouvoir revenir chez soi et faire avancer les choses, tout comme je l'ai fait et tout comme énormément de personnes l'ont fait, parce que je vis au Canada, mais je suis toujours de retour en France et je suis toujours à vouloir faire avancer les choses en France, en m'étant servi de ce que j'ai vu ailleurs, quoi. Donc je voulais juste apporter cette précision. En tout cas, moi je dirais que des témoignages comme le tien vont permettre en tout cas qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ne restent pas dans leur entre-soi. Et donc ça également, c'est un appel aux personnes qui nous écoutent. Si vous voulez partager vos expériences, du plafond de verre, comment vous avez développé des stratégies dans votre carrière pour pouvoir vous retrouver au poste que vous visez et vous avez réussi à contourner le plafond de verre, contactez-nous sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Irène d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à toi. C'était un plaisir. Oui. Et donc vous êtes sur Le Plafond de Verre, le podcast qui parle de l'orientation scolaire et de la vie professionnelle des personnes racisées. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.